Marcel Jouhandeau est l'un des écrivains les plus célèbres d'aujourd'hui. C'est aussi l'un des plus secrets. Il a écrit plus de 70 volumes qui sont lus avec passion par 5000 lecteurs. Il a créé un monde, son œuvre comporte des centaines, peut-être des milliers de personnages, sa morale s'exprime par des quantités de maximes et d'anecdotes. Bref, c'est l'un des hommes les plus transparents de la littérature française contemporaine. Mais c'est aussi l'un des moins connus. Aujourd'hui, Marcel Jouhandeau, qui a fait tant de confidences et quelquefois si audacieuses dans ses livres, va nous conduire au cœur de son univers le plus intime. Bien que l'atmosphère que l'on crée autour de moi offense la raison, et même le bon sens, je vais essayer d'être grave et essentiel. Tout ce que j'ai fait, il me semble que je l'ai fait parce que dès mon enfance, dès ma prime jeunesse, j'ai été sensible à la grandeur de l'homme. Marcel Jouhandeau, votre originalité majeure, c'est que vous êtes un écrivain qui ne dit que la vérité. Dans des livres célèbres, comme les Chroniques maritales et Monsieur Godot marié, vous nous parlez de votre femme Élise. Vous avez consacré plus d'1 millier de pages à votre femme. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a des pages terribles. Pour moi, c'est tout à fait naturel, parce que dans le mariage, je n'ai vu que la difficulté. Non seulement je l'ai recherchée, mais je l'ai aimée. Ma femme est un être difficile à conquérir et à garder. Ce qui m'intéresse justement dans notre union, c'est le désaccord. Aussi notre ménage est-il exemplaire parce qu'il dure malgré tout, dans l'espoir qu'un jour nous trouverons l'accord parfait. Vous êtes né à Guéret dans la Creuse. Votre père et votre mère tenaient une boucherie. Un personnage aussi important dans votre œuvre, c'est votre mère. Vous nous en parlez dans Benjamin, dans Le parricide imaginaire. A-t-elle tenu un aussi grand rôle dans votre vie? Ma mère est pour moi une sorte de soleil. C'est elle qui m'a appris la respectabilité, la dignité. Si j'ai un caractère, c'est à elle que je le dois. Je n'ai connu personne de plus fier. Elle m'a écrit pendant 25 ans tous les jours et je lui ai répondu quotidiennement. En somme, grâce à cette correspondance, le lien ombilical qui me rattachait à Chaminadour, ma ville natale, n'a jamais été rompu. Vous avez pendant 37 ans été professeur de 6e. Vous enseignez le latin aux petits garçons. Pourquoi aviez-vous choisi ce métier? Je crois que c'est grâce à ce choix que toute ma vie a dû son équilibre. Et pour moi, n'est-ce pas, c'était parce que j'étais professeur plusieurs jours dans la journée que l'écrivain restait à part et que pour moi l'écriture était un luxe, n'est-ce pas? C'était ma raison d'être. J'étais quitte avec le monde, je gagnais ma vie, par conséquent je ne vivais pas de ma plume. C'est ce qui m'aurait absolument dégoûté. Vous ne vivez pas de votre plume, et cependant vous vivez la plume à la main. Oui. Vous avez un petit carnet sur vous, Oui. sur lequel vous notez. Vous voulez que je vous montre? Oui, montrez-le. Oui, c'est bien, volontiers. Mais je me trompe de poche. Le voilà. Oui, alors moi, rien ne m'arrive, rien ne se passe devant moi sans que je prenne quelques notes. Et c'est de là que sortent tous mes livres. En somme, j'ai dit que j'étais le notaire de la vie, c'est tout. Mes livres sortent de mes carnets tout naturellement. Ils ne me coûtent absolument aucune peine. C'est-à-dire que j'ai fait de mes livres mon plaisir. Vous êtes un homme du matin. Vous êtes un écrivain du matin. À quelle heure vous levez-vous pour écrire? Eh bien,
c'est très variable. Actuellement, je suis presque un vieillard, je me lève moins tôt, mais je me lève toujours tôt. Mais il était un temps où je me levais à 3h30, 4h du matin quand j'étais professeur, parce que c'était le seul moment que j'avais pour écrire mes livres. Dans vos livres, vous dites tout de vous. Il y a un autre écrivain qui a dit tout de lui ou voulu tout dire, c'était Paul Léotot. Mais il était aussi fermé à la vie spirituelle que vous y êtes ouvert. Vous avez connu Léotot? Très bien, je suis moins sévère pour lui que vous. Oui, c'était un homme qui avait ses limites, mais il faut tout admettre, n'est-ce pas? Ou alors on condamnerait beaucoup de gens. Quels ont été vos rapports avec André Gide? Très distants, mais André Gide m'a rendu un immense service parce qu'il a toujours témoigné en ma faveur. Mais il y avait trop de différences entre nous. André Gide était protestant, moi je suis d'éducation essentiellement catholique. Gide était un aristocrate que tout appelait à écrire, moi tout le contraire. Gide était un homme de gauche, moi je tendrais plutôt vers la droite. Enfin, tout nous séparait. Et puis surtout, il y avait chez lui une sorte d'anglomanie, d'affectation qui me rendait sa société très vite insupportable. Quel est l'écrivain que vous admirez le plus? Oui, vous savez, l'admiration c'est une chose qui ne m'est pas très naturelle. Je veux dire, pas plus que le mépris d'ailleurs. Mais, enfin, mon auteur préféré c'est Saint-Simon, Molière et Racine. Pascal, bien sûr. Chez les êtres, quelle vertu prisez-vous le plus? La discrétion. Parce que je suis indiscret. C'est peut-être une question indiscrète que je vais vous poser. Croyez-vous au diable? Bien sûr. On a dit même que j'étais le diable, mais je n'ai pas assez de fatuité pour le croire. Mais je serais volontiers son disciple s'il est, comme l'a dit Luther, le plus grand des théologiens. Autre question indiscrète, pourquoi écrivez-vous? Eh bien, il me semble que je l'ai déjà dit. J'écris parce que c'est le seul moyen que j'ai de vraiment me connaître et connaître les autres. Pour se connaître, il faut... quand vous pensez, n'est-ce pas, tout est éphémère jusqu'au moment où vous prenez une plume pour fixer votre pensée. De même, les êtres que vous rencontrez, si vous ne vous appliquez pas à les peindre, sont perdus pour vous. Êtes-vous un voyageur? Non, je suis un arbre. Mais j'ai voyagé et je crois que c'est très nécessaire. Parce que si on ne voyage pas, on ne peut pas se situer dans l'espace. Par exemple, Chaminadour, je sais ce que c'est maintenant parce que je suis allé à Grenade, à Salzbourg, à Ravenne, et que ce sont les 3 villes du monde que je préfère. Je voudrais bien aller en Chine. Faites-vous une distinction entre l'esprit de Paris et l'esprit de la province? L'esprit, je ne suis pas sensible à l'esprit des choses, mais je dirais que à Paris, j'ai l'impression d'être partout, et qu'en province, je suis quelque part. Quelle a été votre plus grande peine? Ma plus grande peine, je crois bien que c'est le jour où j'ai perdu ma mère. Quel a été votre plus grand instant? Eh bien, je crois que c'est la même chose. C'est aussi dans la mort de ma mère qu'est mon plus grand instant. Parce que il s'est passé devant moi, je l'ai écrit dans un petit livre depuis longtemps épuisé qui s'appelle Requiem et Lux. C'est le passage les étapes qu'a dû franchir le visage de ma mère pour se fixer dans la mort. Dans la maladie, elle avait un visage fripé, elle est morte d'une crise d'urémie. Et quand elle a rendu le dernier soupir, tout d'un coup, n'est-ce pas, il s'est produit en elle une sorte d'extase. Et ses derniers mots, c'est que je suis heureuse. Elle m'a appelé. Et je l'ai vue, jeune fille, ses cheveux, elle n'avait pas un cheveu blanc à 73 ans. Son visage, tout en elle,
était radieux. Et peu à peu, le visage s'est raffermi et s'est fixé à peu près à l'âge mûr. Sur son lit de mort, on lui donnerait 40 ans. C'est une sorte de marbre merveilleux. Marcel Jouandeau, cette grande et cette belle carrière d'écrivain, si c'était à refaire, la recommenceriez-vous? Oui, si je me trouvais au même moment du temps. Mais si j'avais 20 ans aujourd'hui, je n'écrirais pas. Pourquoi? Parce que je trouve que la littérature est devenue si vulgaire. Et vraiment, la chose dont j'ai le plus horreur, c'est la vulgarité. Et si vous n'aviez pas été écrivain, qu'auriez-vous aimé être? Jardinier. Et maintenant, rendons ce jardinier à son jardin secret. Vivre, c'est sans le savoir, ni vouloir qu'on le sache, s'intéresser à un être réel qu'on aime. Si modeste soit-il, et plus il est modeste, plus on entre par ce défilé dans un intime rapport avec tout ce qu'il y a de grandeur au monde. Je rends ces deux bêtes si heureuses que parfois je les soupçonne de se prendre pour des divinités. Belle, notre chatte, se nourrit comme on garnit une lampe, et tout le reste du jour darde le feu de son regard sur on ne sait quoi. Après une minutieuse toilette, ces interminables méditations m'invitent à trouver le bonheur dans mes ruminations intérieures ou dans la contemplation de ce qui s'offre à ma vue. Ma chienne Laurette, de son côté, me prêche la patience, une bonne humeur et une tendresse inlassable, la douceur envers soi-même et envers les autres, tout cela bien mieux que monsieur le curé de Saint-Honoré-les-Loups. Souvent, j'ai le désir de jouer de l'harmonium. C'est quand mon cœur déborde de joie. Mais le temps me manque, ou mes mains sont glacées. Alors j'y renonce. Mais j'ai beau faire, quelqu'un en moi joue de l'harmonium. À travers toutes les discordances du monde, il me semble que je n'ai jamais cessé d'entendre l'accord parfait, ce qui me permet de conserver à 70 ans sonnés, je ne sais quoi d'alerte et l'air de danser. La vie à la fin n'est qu'une habitude qu'il faut perdre après toutes les autres. Le soir de la vie, j'y arrive. Jamais je n'en eus davantage le sentiment, je n'en ai mieux goûté la mélancolie. Il semble qu'on a fait son plein, qu'on va pouvoir se retirer. Non, il faut que l'automne venu, je me détache de l'arbre de vie comme un fruit mûr. Un soubresaut, un coup de vent, et c'en est fait. On ne tient plus à ce qu'on va quitter. Il ne s'agit pas de disparaître pour qui sait lentement, discrètement, de soi-même, effacé. Si mince est désormais le diaphragme qui me sépare de la mort, et il s'amenuise de plus en plus, que c'est parfois la vie qui me semble étrangère. Parce que je sais que tout est vain, et que le jeu en est cruel, et les risques terribles, je ne tiens plus à la vie, mais je n'ai aucune hâte de mourir. La sérénité que je connais
et l'infinité de mes souvenirs me tiennent lieu de bonheur. Il ne s'agit plus de me répandre, mais de me ramasser, de me restreindre, de m'amincir, pour donner vers la hauteur. Passer le temps d'enrichir sa mémoire, de multiplier les projets, de voyager, de se faire des relations ou des amis. Plus rien hormis l'éternel. Depuis que j'ai vieilli, il me semble habiter une étoile très lointaine d'où je regarde le monde auquel je n'appartiens presque plus. Si j'attache une si grande importance à mon âme, ce n'est que parce qu'il y a Dieu. Qu'on enlève Dieu, je ne tiens plus à moi.